Souvent je dis que je suis un homme très ordinaire, et ça n'est pas par excès de modestie, qui a eu une vie extraordinaire et qui est passé progressivement d'une période d'insouciance et une période de conscience à l'observation du monde, de la nature, de l'humanité. Et donc je suis quelqu'un d'engagé pour faire en sorte que l'avenir soit ce que nous décidions d'en faire et non pas ce que l'avenir va décider à notre place. Bienvenue dans cette nouvelle web-série proposée par Tiendukua, où nous parlerons de l'avenir, du vivant, de nos liens et des sociétés autochtones, dont celle des Indiens Kogi de Colombie. Aujourd'hui, nous rencontrons Nicolas Hulot. Bonjour Nicolas. Une première question qui ne doit pas être des plus habituelles pour vous. Selon vous, quel objet vous représente ? Cette nageoire caudale d'une baleine que je porte comme un objet presque fétichiste, parce que les rencontres, et notamment les premières rencontres que j'ai eues sous l'eau avec les baleines, m'en ont plus dit sur notre proximité avec le vivant, sur notre communauté d'origine et conjointement sur notre communauté de destin que tous les livres que j'ai pu lire. L'objet qui vous représente est, comme pour beaucoup d'autres, lié au vivant. Pour vous, le vivant, qu'est-ce que cela veut dire ? Le vivant, c'est ce qui nous relie avec l'invisible, avec l'essentiel. Ce privilège que nous partageons avec ce tissu fragile et magnifique, mais qui dans l'univers, jusqu'à preuve du contraire, est l'exception. Si maintenant on se tourne vers vous, concrètement, quand vous êtes-vous senti réellement vivant ? Deux registres. Ma première rencontre avec Mandela, toucher ce que l'âme humaine a de plus magnifique. Et puis la première fois que je me suis retrouvé en canoë à naviguer avec deux orques à droite, deux orques à gauche, et qui faisaient demi-tour en même temps que moi, donc où la complicité n'était pas imaginaire, elle était réelle. Je considère que nous faisons partie d'un tout et que nous ne sommes pas des êtres anti-nature, n'en déplaise à notre ami Descartes. Si on devait faire un lien entre vivant et santé, le lien que je fais entre vivant et santé, c'est que la santé humaine dépend de la santé de l'ensemble du tissu vivant. L'homme ne peut pas s'exclure de la nature, il fait partie d'un tout. Et donc son avenir, sa santé psychologique, sa santé au sens premier du terme, dépend de la santé de la biodiversité. Et cette idée que nous pourrions faire cavalier seul est une vanité mortifère. un peuple en particulier tente de nous transmettre ce message, les Kogi. Comment les avez-vous rencontrés ? Pendant 20 ans, j'ai exercé comme profession d'être réalisateur de documentaires, tourné vers la diversité, la vie sauvage, la beauté de la nature, mais aussi la beauté de l'humanité, dont on oublie qu'elle est plurielle, qu'il n'y a pas une humanité, qu'il y a des humanités. Et dans cette curiosité et cette activité, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de ceux qu'on appelle les spécialistes affineront le vocabulaire, les peuples racines, les peuples premiers, les peuples indigènes, et au nombre desquels les Kogi, notamment par l'intermédiaire d'Éric Julien. Et donc, à 2 reprises, j'ai été en Colombie, rencontrer les Kogi, et à 2 ou 3 reprises, j'ai eu l'occasion à Paris de recevoir ou de rencontrer aussi quelques éminences spirituelles des Kogi.
Lors de cette rencontre, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé? Une anecdote que vous pourriez partager? J'ai pas une anecdote qui m'a frappé. J'ai ce sentiment d'avoir visité quelque chose d'essentiel, d'avoir été initié avec beaucoup de privilèges pour rentrer dans une sphère de sagesse, d'intelligence. Et ce sentiment tout d'un coup d'avoir fait un pas de côté, c'est-à-dire un moment de pause salutaire. Le sentiment aussi d'avoir été, d'être un privilégié, c'est-à-dire qu'on m'ait ouvert leurs portes. Après, l'anecdote que j'ai, c'est que sans trop savoir comment, quand j'ai visité les Kogi, j'avais une décision importante dans mon existence à prendre. Et j'ai su par la suite que les Kogi s'étaient réunis une nuit entière, sans que je leur ai rien demandé, pour m'aider à prendre une décision. Et qu'après, avec un certain rituel, que certains pourraient trouver, caricatural, alors qu'au contraire, il obéit à des codes, des conventions que nous n'avons plus, à des rituels. Ils sont venus me dire dans quel sens je devais prendre, selon leur point de vue, ma décision. Et curieusement, j'ai écouté leurs conseils. Est-ce qu'ils vous ont permis d'avoir un nouveau regard sur le monde? Ma rencontre avec les Kogi, en particulier, mais comme ma rencontre avec les peuples indigènes ou les peuples premiers, d'abord m'a fait prendre conscience qu'il y avait d'autres voies d'émancipation que la civilisation dite moderne, que l'humanité était plurielle. Elle m'a mis en relief tous nos excès et elle m'a mis en évidence que nous nous étions abusivement et vaniteusement, si le mot existe, dissociés du vivant, extraits de la nature. On avait construit une espèce de scission, de schisme, et que ce schisme pouvait nous mener à notre perte, sauf si nous en prenions conscience, et justement que nous étions capables de nous emparer des messages de ces femmes et de ces hommes qui simplement nous disent ne vous déconnectez pas, reliez-vous, arrêtez-vous, ralentissez-vous, et vous êtes la nature, vous faites partie de la nature, donc protégez-la, respectez-la, réhabilitez-la, et enivrez-vous de la nature, mais en lui déclarant la paix. Voilà ce que m'ont confirmé et asséné sans aucun prosélytisme, simplement par leur intelligence de vie, par leur regard éclairé, et m'ont fait prendre conscience de ce vertige dans lequel nous, les hommes modernes, nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes seuls dans le temps et dans l'espace parce que nous avons coupé tous les liens avec le passé. Pire que ça, nous coupons les liens avec le futur puisque nous sommes en train de priver le futur de ses propres conditions d'habitabilité. Suite à tout ce que vous nous partagez, est-ce qu'ils auraient quelque chose que nous n'avons pas ou plus? Ils ont le temps avec eux, les Kogi. Ils ont cette conscience aiguë que nous sommes le fruit de quelque chose de plus grand que nous avons un rôle, une responsabilité, une dette vis-à-vis du passé et une responsabilité vis-à-vis de l'avenir. Et que dans la nature, nous sommes un élément, certes doué de facultés différentes, mais en aucun cas supérieur. Et que ce que les Kogi m'ont confirmé, appris, enseigné, c'est que dans les principes, cardinaux pour gagner l'avenir, celui du respect de la diversité. Vous nous parliez d'une prise de décision commune tout à l'heure. Pensez-vous qu'un dialogue entre hommes modernes et Kogi
a du sens. Je pense que les deux mondes ont à s'apporter. Et en tout cas que le fameux supplément d'âme qui fait tant défaut à notre monde moderne, et que les Kogi ont cette faculté, cette qualité de nous interpeller au bon endroit, de toucher là où ça fait mal. C'est-à-dire de nous confronter intelligemment, spirituellement, à nos excès. Et oui, ce dialogue que j'ai parfois souhaité établir, je l'ai fait quand j'avais organisé la semaine des consciences ou le sommet des consciences, et je voulais le reproduire à plus grande échelle, un dialogue croisé entre ce monde de la modernité, si tant est que nous en soyons dignes, et le monde de la spiritualité. Il y a des choses dans notre monde qui peuvent participer à l'amélioration de la condition humaine, mais en même temps, il y a évidemment dans le monde des peuples indigènes quelque chose d'essentiel, qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas monnayable, qui appartient au monde de la conscience. Et c'est cette conscience, encore une fois, qui fait tant défaut à notre monde moderne. Si ça vous dit, on va commencer ce dialogue, cette collaboration, pour clôturer le dernier chapitre de cette interview. Je commence les phrases et vous les terminez. On appellera ça les passerelles vers le futur. Aujourd'hui, je me demande si... Aujourd'hui, je me demande si l'humanité qui travaille pour préserver le bien commun gagnera sur l'humanité qui accapare le bien commun. Deuxième phrase. Je pense que le monde a besoin de... Le monde a besoin de tendresse. Et enfin, pour moi, réenchanter le vivant, c'est... Pour moi, réenchanter le vivant, c'est se nourrir à la beauté du monde. Et comme le disait Dostoïevski, seule la beauté sauvera l'humanité. Merci Nicolas d'avoir accepté de nous échanger ces quelques mots. Inspire your life. Inspire your